Bonsoir à tous et bienvenue à notre nouvelle émission Risk Intel Media, ce soir en partenariat avec Everbridge. On va parler d'une thématique qui est celle des nouvelles réglementations en cybersécurité. Quelles conséquences pour les opérationnels? Avec nous ce soir, 4 experts pour en débattre, pour en discuter, et je vais d'ailleurs leur donner la main pour pouvoir se présenter avant de commencer nos échanges. Je vais commencer par Iris. Bonjour Yasmine, merci pour l'organisation du plateau. Donc moi je suis Iris Wickham, je travaille pour Everbridge France et on est le plus gros éditeur de logiciels dans tout ce qui est solutions de gestion de crise et de gestion d'incidents. Concrètement par rapport au sujet de ce soir, pour se cantonner un peu à ce sujet-là, on va proposer des solutions d'alerting ou de communication dite critique et de salles de crise virtuelles. Farid. Bonjour Yasmine, merci pour l'invitation. Donc Farid Rissi, je travaille chez Devoteam Cyber Trust et donc je suis responsable en fait de l'offre Résilience IT. Je suis consultant aussi, donc je travaille pour une banque qui est forcément très impliquée sur les directives et les réglementations européennes. Et donc je travaille avec les personnes qui sont en charge de la mise en application du règlement DORA. Et donc c'est tout le sujet en fait de notre discussion du jour. Tout à fait. Benoît. Bonsoir Yasmine, Benoît Moreau, je suis directeur cyber de KNDS France, anciennement Nexter, donc industriel de l'armement. Et je suis là au titre en tant qu'industriel un peu sensible, on collecte déjà et on est assujetti à pas mal de réglementations. Et donc ça en fait, on va dire, une de plus sur la pile et il faut qu'on voit comment on peut articuler tout ça. Et puis Odile. Bonjour Yasmine, bonjour à tous, Odile Dutil. Moi je suis directrice cybersécurité pour le groupe Caisse des dépôts. Et donc moi je suis là ce soir parce qu'en fait la Caisse des dépôts va être soumise à la législation DORA. Alors peut-être avec un périmètre un petit peu aménagé et un timing aménagé, mais néanmoins on va être soumis à cette nouvelle réglementation. Parfait. Écoutez, merci d'être avec nous ce soir. On me dit que vous êtes nombreux à distance, que vous êtes en train de nous dire bonsoir. Alors est-ce que vous êtes content d'être avec nous ce soir pour en parler de ce sujet des nouvelles réglementations? Oui, c'est un sujet important, c'est un sujet d'actualité pour nous. Donc, effectivement. Voilà, il y a encore pas mal de questions à se poser. Et donc, je pense qu'on est là aussi pour en discuter. Tout à fait. Alors, pour commencer, j'aimerais donc vous montrer l'écran suivant. On a beaucoup de réglementations qui arrivent, on en attend beaucoup. La question d'aujourd'hui, en tout cas le thème d'aujourd'hui, ça va être d'essayer de comprendre, d'une part, comment ces réglementations vont nous impacter et surtout comment elles vont impacter les opérationnels. Et est-ce qu'on va réussir finalement à s'y conformer? Alors, dans un premier temps, j'aimerais vous demander, et je vais commencer par Iris, quelles sont, ou en tout cas pour vous personnellement, la réglementation qui va le plus nous impacter et puis de façon plus générale, peut-être impacter les entreprises? Alors, pour nous, en tant qu'éditeur de logiciels, je dirais qu'on va être impacté par toutes les régulations, par toutes ces 3 régulations. Parce que d'une part, on va fournir des services critiques, donc de gestion de crise et d'incidents, et qu'en plus, on a une grande variété de clients, notamment dans les secteurs dits critiques, qui vont être directement impactés qui vont être régulés par ces... je suis désolée, c'est moi. Je crois que c'est moi. Qui sont régulés par ces incidents, par ces régulations. Donc, on va être techniquement impacté par les 3. Maintenant, si je dois en choisir une en particulier, je dirais DORA. Pourquoi ? Parce que nous, on est considérés comme un TIC, ou en tout cas, on dépend des services TIC, qui sont les technologies de l'information et de la communication. Il y a tout un volet sur DORA qui parle des dispositions contractuelles entre les services financiers et l'éthique. Donc on va être concerné par DORA, on va être concerné dans une moindre mesure par CRA aussi, par le Cyber Resilience Act, parce que ça ne va pas concerner que les objets connectés, mais aussi les logiciels. Donc voilà. Maintenant, si on doit dire lequel est le plus impactant pour les organisations au sens large, je dirais NIS 2, parce que simplement ça concerne plus de secteurs. Il y a 18 secteurs qui sont concernés, je pense. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jalons qui vont se présenter dans les mois qui viennent en fait sur la gestion et le traitement des cyberattaques. Donc moi je dirais qu'en termes calendaires, c'est la directive NIS 2 qui va arriver en premier, avec pas mal d'exigences de sécurité en fait à suivre sur un spectre plus large que la version initiale. Après, oui, il y a DORA aussi, la réglementation DORA. Donc pour les entreprises ayant des activités financières, et ça demande en fait une analyse au niveau hiérarchique. Donc c'est pas facile à mettre en place. Et puis après, effectivement, il y a le Cyber Resilience Act qui arrivera plus tard et qui est plus, pour moi, un projet qui va promouvoir la cybersécurité
avec une approche résilience by design. Pour les entreprises qui, comme Everbridge, qui produisent des logiciels, mais aussi pour les appareils connectés. Voilà. Et donc tout ça en vente sur l'Union européenne. C'est vrai que là, moi, si je devais réagir à chaud sur le sujet, je suis très focus NIS 2 par rapport à mes activités, par rapport aux fournisseurs. Et finalement, en y réfléchissant à chaud, la plus novatrice peut-être, celle qui change vraiment, c'est le CRA, où en fait on s'oriente vraiment à un niveau de cyber, mais finalement pour l'utilisateur final et pour le client. Tous les autres, c'est pour se protéger soi-même, c'est pour protéger, comme on avait les OIV, donc les services rendus, les choses comme ça. Et là, finalement, le CRA, après, je ne sais pas exactement comment ça va atterrir, comment ça va arriver, mais finalement, c'est peut-être la plus novatrice. Après, je ne sais pas comment ils vont décliner les c'est certainement la plus ambitieuse. Alors, c'est à mon avis, Alors ça tombe bien, Benoît, tu parles rapidement de NIS 2, parce que Laurent pose la question, est-ce que vous avez des éclaircissements à apporter sur la portée de la future transposition de NIS 2 ? Alors j'ai un doute sur l'interprétation du mot, la portée de NIS 2. Est-ce que c'est en nombre de personnes, en nombre d'entreprises? Les critères pour rentrer dans le NIS 2 eux, sont relativement clairs. Il y a quelques doutes entre ceux qui sont déjà assujettis à d'anciennes réglementations, typiquement les OIV. Voilà, comment. Mais après, sur la portée, non, je pense que les critères, savoir on est dedans, on n'est pas dedans, est-ce qu'on est entité importante, entité essentielle, ceux-là, ils sont malheureusement, ils sont relativement clairs. Voilà. Après, à quelle sauce on va être mangé quand on est l'un ou qu'on est l'autre, c'est pas encore complètement sûr. Et quand on est entité importante, les critères, alors, peut-être je vais dire des bêtises, parce que c'est mon niveau de maîtrise aujourd'hui, c'est assez fluctuant. Pour moi, les critères d'identification EIES, eux, sont assez clairs. Par contre, et ils sont partagés au sein de l'Europe, c'est-à-dire que tous ceux qui répondent à ces critères en Allemagne ou en France seront EIES, par contre, à quelle sauce on va être mangé derrière, ça, c'est encore à adapter. Voilà. Alors, ça tombe bien, parce que justement, il y a la question de l'internaute Jérôme qui va dans la direction de ma prochaine question, qui était pour toi, Odile. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu le calendrier de ces différentes réglementations ? Alors, moi, je vais vous parler de DORA, parce que les autres, effectivement, je suis un peu moins concernée. En fait, à la Caisse des dépôts, on a deux activités principales, une activité bancaire et une activité dite direction des politiques sociales. Donc là, c'est le paiement des retraites, c'est mon compte formation. Alors, on pourrait se dire, finalement, on n'est pas concerné sur ce périmètre-là. En fait, si, parce que les SI, ils ont des socles communs. Et donc, finalement, DORA étant mieux disant sur certaines choses, finalement, DORA englobera finalement tout ça. Donc ça, c'est pour le périmètre. En termes de calendrier, en fait, DORA, c'est une réglementation européenne, donc c'est exactement comme le RGPD. C'est-à-dire que c'est la loi, donc elle s'applique de fait. Donc en fait, en termes de calendrier, elle est rentrée en vigueur le 17 janvier 2023 et elle va rentrer en application 2 ans plus tard, donc au 17 janvier 2025. Le problème dans ce calendrier, c'est qu'en fait, donc on a le cadre qui a été défini, mais on a maintenant des spécifications techniques qu'on appelle des RTS ou des ITS, Information Technical Specification ou Requirement Technical Specification, et ça va venir préciser en fait certaines choses. Et en fait, les derniers RTS seront publiés au mois de juillet de cette année. Donc en fait, on n'a pas tout, si je résume. Alors, je vais partager avec le public à l'écran justement le calendrier prévisionnel pour les différentes réglementations. Donc, on a le CRA courant 2024, NIS 2 octobre 2024, DORA janvier 2025. Ma question, c'est est-ce que c'est réalisable? Est-ce que c'est trop optimiste? Qu'est-ce que vous en pensez quand on regarde un calendrier comme celui-ci? Alors, moi je dirais que c'est réaliste pour qui a pris la mesure des efforts nécessaires et pour qui a déjà commencé à travailler en fait à ces exigences et ces directives. Si je prends l'exemple de DORA, voilà, ça implique des normes strictes en matière de gestion des risques associés aux technologies d'information et de communication, associés à la gestion des incidents, à la gestion tout ce qui est lié en fait aux prestataires de services, plus des tests de résilience opérationnelle. Donc tout ça à faire d'ici janvier 2025, donc ce qui est quand même une charge de travail assez importante. Donc il faut les équipes pour ça. Il faut aussi évangéliser, parce que les personnes opérationnelles, c'est elles qui vont devoir s'assurer que ces exigences sont bien implémentées. Donc il faut en fait une roadmap claire et un périmètre bien défini. Sinon, effectivement, on risque de ne pas être prêt en janvier 2025.
Alors, si je peux mettre une petite nuance sur ce que tu viens de dire, Farid, moi je trouve quand même qu'il y a 2 nouveautés principales dans Dora, qui sont la gestion du risque de tiers, qui est quand même, qui apporte quand même des choses un petit peu plus conséquentes. Je pense à la réversibilité des données, qui consiste à dire si je suis pas content d'un fournisseur ou s'il n'est pas Dora compatible, je peux aller chez quelqu'un d'autre. C'est quand même jamais aussi simple que ça. Et puis il y a tout ce qui est test technique, de bout en bout. Et le bout en bout, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend aussi en considération le SI du fournisseur qui est interconnecté à notre réseau. Et donc ça, c'est quand même des nouveautés, parce qu'on va continuer à faire nos tests d'intrusion, nos red teams, nos bug bounty, mais il va falloir après rajouter cette partie test technique de bout en bout, qui est quand même une vraie nouveauté. Et donc je pense qu'il y a quand même... nous, il nous reste encore des choses à travailler. Je pense que ce n'est pas un secret. Ouais, je vais rebondir aussi sur ce que vous dites, c'est que... Alors, encore très orienté Nice 2, parce que je ne maîtrise vraiment pas les autres, mais tu dis, on sera dans le calendrier pour ceux qui ont déjà pris en compte finalement le sujet. Mais s'ils ont déjà pris en compte le sujet, c'est que finalement, ils ont déjà une certaine maturité sur le sujet. Exactement. S'ils ont déjà une certaine maturité sur le sujet, c'est qu'ils ne font pas de la cyber pour faire de la conformité, ils font de la cyber pour se protéger. Ouais. Et finalement, ils ont, au regard des propositions de mesures opérationnelles, ils ont déjà quasiment tout fait. Ouais. Donc finalement, ceux-là, ils seront dans le temps, mais ils sont déjà là, quoi. Ouais. Le problème, c'est plutôt tous les autres, où aujourd'hui, cette réglementation ne va pas les faire gagner en maturité. Et la maturité, pour comprendre qu'une réglementation, c'est pas juste la conformité, c'est vraiment de la cyber opérationnelle, elle va être un peu compliquée à mettre en place. Et c'est cela où on a vraiment besoin d'accompagnement, surtout sur les plus petits, pour faire monter, pour leur faire passer le gap. Toutes les réglementations sont là pour formaliser des exigences et un besoin finalement qu'on a déjà tous. C'est les détecteurs de fumée, c'est les ceintures de sécurité, on a formalisé la loi, les règles, un truc qu'on devrait déjà faire, quoi. Donc finalement, ce que tu me dis quelque part, c'est que si on fait de la cybersécurité pour se protéger, quelque part, on tend naturellement à être conforme, en fait, à la conformité. Je veux dire, on n'a rien réinventé complètement de transformer. Alors on est quand même dans le temps, on passe du mot de passe à l'authentification multifacteur, on passe de l'antivirus à l'EDR. On a des évolutions technologiques, mais ce n'est pas des révolutions tous les jours. Et quand tu regardes les 20 bonnes pratiques, il y a de l'organisation, il y a de la cartographie, il y a des choses comme ça. Mais c'est des trucs, finalement, c'est dans les guides depuis 15 ans. Et on sait qu'on devrait faire. Et donc ceux qui ont saisi le sujet, qui sont un peu matures, ils y sont. Après, il y a des nouveaux trucs où on élargit le spectre étendu. Voilà. Parce qu'on crée des dépendances et des trucs comme ça. Oui, exactement. Et c'est vrai que, alors si tu prends Dora, c'est une réglementation qui s'applique au secteur banque et assurance. En général, dans une banque, tu as des choses déjà qui sont écrites, qui sont déjà bien faites. Toute la cartographie des risques, identification, des SI critiques, tout ça, on le fait déjà, en fait. Donc ça, c'est pas nouveau. Par contre, tout ce qui est nouveau et la prise en compte vraiment du tiers et des éditeurs dans cette problématique-là, je pense que ça, c'est un axe intéressant. Parce que effectivement, la gestion du risque de tiers, c'est quelque chose qu'on doit faire aussi. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant en matière de cybersécurité. C'est pas pour faire de la conformité, c'est aussi pour se protéger. Mais néanmoins, ça fait partie des nouveautés qu'il faudra mettre en œuvre. Alors, justement, on a regardé le rapport sur les réglementations d'Everbridge de 2024, et notamment les défis couramment rencontrés. Donc voilà, je partage l'écran pour le public et également pour vous, donc les différents défis. Mais ma question qui se pose et qui est en lien forcément avec le sujet de ce soir, c'est selon vous, quels vont être les principaux défis si vous pouvez m'en citer par exemple 3, pour justement les réglementations qu'on a citées, c'est-à-dire NIS 2, DORA et le CRA. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il va y avoir des efforts significatifs qui vont devoir être faits par toutes les organisations au niveau de la cartographie des dépendances, au niveau de la mise à jour, de la création et de la mise à jour de la documentation, de la planification. Tout ça, je trouve que le challenge, c'est qu'on nous dit surtout quoi faire, pas tellement comment faire, ou en tout cas pas tellement dans le détail. C'est peut-être un point à débattre. La vraie question, si on opérationnalise, c'est le vrai focus qu'on doit avoir, c'est comment je fais pour faire face, pour répondre et pour me remettre d'une crise ou d'un incident cyber ou IT. C'est ça à quoi on doit répondre. C'est un peu, ça rejoint un peu ce que disait Benoît tout à l'heure. On doit se préparer opérationnellement, que ce soit conforme ou pas, on l'était peut-être déjà. Quand on parle des défis, si on doit en citer 3, je dirais, premièrement, il y a le problème, le défi des fonctionnements en silo de beaucoup d'organisations.
Ça, c'est ce que nous, on constate en tant qu'éditeur sur le marché. On a énormément d'organisations qui vont avoir les départements qui fonctionnent de manière séparée. Si je prends un exemple, dans les grands groupes internationaux, avec les unités de business qui vont être réparties, qui vont avoir leur propre organisation structurelle, leur propre structure décisionnelle, leur propre process en place et parfois même leurs propres outils. Ça devient très compliqué quand on veut apporter une réponse structurée et unifiée à une crise ou à un incident. Deuxième gros défi, je dirais que c'est la dépendance. C'est notamment, tu en as parlé, Odile, la dépendance au système tiers. Là sur l'écran, on le voit. En moyenne, dans les grandes entreprises, on a plus de 250 applications qui sont utilisées séparément. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la surface d'attaque, elle s'étend et qu'on s'expose à des fuites de données. Donc, il va falloir mettre plus d'efforts sur la cartographie et conduire des audits réguliers sur tous les prestataires. C'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de ressources. Voilà. Ça, c'est le deuxième défi. Maintenant, le troisième défi, si je dois en citer un, c'est le problème de l'application concrète, des applications concrètes de ces directives, de ces procédures. Souvent, ce qu'on va voir, c'est qu'on va avoir des beaux Excel, on va avoir des beaux binders, des plans de continuité d'activité dans les tiroirs, mais on n'a rien pour les mettre concrètement en application. Et ça c'est un vrai défi, je pense, que les entreprises doivent affronter, parce qu'on va avoir peut-être des systèmes, je dirais, au niveau de la communication, on va peut-être avoir des systèmes basiques, peut-être on va utiliser Teams pour répondre à ces incidents-là ou d'autres systèmes. Mais ça va pas souvent, c'est rarement des outils spécialisés, c'est rarement des outils qui vont permettre des partages d'informations si on a, par exemple, une coupure DSI. Si on a une coupure informatique, si on n'a plus Teams, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour continuer de communiquer, de partager, de collaborer pendant une crise ou un incident? Donc il y a un vrai défi ici aussi en termes de maturité par rapport à l'outillage et par rapport à l'application concrète des procédures. Pour ces défis, c'est vrai qu'il y a la maturité, on en a parlé, hein, Benoît, tu le disais, c'est super important parce que ça nous permet en fait d'avoir un instantané et de se dire la réglementation, c'est une cible. Voilà. Donc l'écart, c'est ce qui va vous permettre en fait d'atteindre cette cible. Et si, justement, vous ne connaissez pas votre maturité, vous allez devoir passer beaucoup de temps et faire énormément d'efforts. Mon avis, le second défi, c'est celui de l'acculturation au risque aussi. Et c'est le fait de connaître les principes de conformité. Voilà. On a des exigences, on doit les respecter, sauf que, et c'est ce que je disais tout à l'heure, d'un côté, on a ce qui doit être fait et on a ceux qui vont faire. Voilà. Et ceux qui vont faire, il faut qu'on ait évangélisé, qu'on leur ait expliqué que la norme, effectivement, ça peut être contraignant, voilà, parce que derrière, on s'expose à des pénalités, mais il faut aussi savoir que c'est quelque chose qui va vous permettre d'améliorer, de faire progresser vos processus, de faire progresser en fait vos ressources, de mieux protéger votre récit. Et ça, c'est pour moi un des défis. C'est vraiment l'évangélisation. Voilà. Voilà. C'est la conduite du changement. Dans les différents sujets, moi je pourrais d'interrogation, on en a un petit peu parlé, c'est quand on est un groupe international ou juste européen comme nous, comment on s'assure d'avoir les mêmes déclinaisons opérationnelles. On doit harmoniser notre IT, on ne peut pas faire deux choses différentes. Il y a un petit sujet sur, malgré tout, les coûts. Alors, direct, c'est la mise en place des mesures chez nous, mais finalement, si on a déjà un peu la maturité, on a dit, bon, on le fait déjà, c'est rien compte. Et les coûts indirects, c'est que tous les fournisseurs, nos petites PME qui ne le font pas aujourd'hui, c'est un coût. Alors, quand tu regardes Apple Tech, ça dit donc le financement de ces mesures, je ne sais plus comment c'est écrit exactement, mais en gros, c'est que ça réduira le coût du traitement de l'incident.
Ok, donc vous payerez moins cher si vous êtes dans la panade. Mais en attendant, les PME qui doivent avoir des nouveaux outils, des personnes dédiées, ça augmente leur coût à terminaison de ce qu'ils produisent, quoi. Et donc, forcément, soit ils tapent dans la marge, soit ils répercutent les coûts. Et c'est normal qu'ils répercutent les coûts. Et donc, on va avoir une remontée de coûts de l'ensemble des fournisseurs qui va entraîner une augmentation de coûts après des produits à la fin. Et ça, quand on commence à négocier les contrats, ça devient plus compliqué. Surtout si c'est des contrats à l'export, où finalement, ce n'est pas un sujet pour eux. Si on leur dit non, mais nous, on a assuré toute la cyber, ce qu'on vous livre, c'est à un bon niveau, ça ne les intéresse pas forcément. Et donc, il y a un enjeu concurrentiel derrière. Et sur les fournisseurs, on a... fournisseurs, on en reparlera peut-être après plutôt. Donc, on a dit les groupes internationaux, le coût de remonter via les fournisseurs. Et le troisième, il y a quand même encore une petite évolution. Jusque-là, les réglementations, elles protégeaient des informations sensibles, de diffusion restreinte, ou des systèmes sensibles, les systèmes d'importance vitale, voilà. NIS 2, on dit non, mais c'est l'ensemble. On protège finalement la maturité de la boîte. Quand tu commences à regarder le texte, finalement, toutes les mesures, elles concernent surtout ce qu'ils appellent les systèmes d'information réglementés. Alors, les systèmes d'information réglementés sont ceux qui concourent à rendre la mission de la boîte. Et là, il y a une espèce de petite porte de sortie en disant non, mais ça, c'est pas très important finalement, c'est pas nécessaire. Ça, c'est le volet 1, ceux qui vont faire un peu l'échappatoire. Puis le volet 2, ce que je disais, c'est que dans une boîte, il y a le SI qu'on maîtrise, le gros SI, puis il y en a plein autour. Des petits qu'on maîtrise peut-être un peu moins bien et qui ont une valeur importante pour la boîte. Et cela, cet enjeu de cartographie, de vraiment où il y a... Voilà. Bon, mais ça, on est déjà tous en train d'essayer de courir après parce qu'ils mettent à risque les boîtes, quoi. Alors justement, pour revenir un peu sur cette notion de résilience dont on parle depuis tout à l'heure, la réglementation insiste sur la résilience. Au-delà du droit, comment la technologie peut-elle aider à surmonter les silos afin de réduire justement le temps moyen de rétablissement ? Farid. On a des solutions aujourd'hui qui proposent sous forme modulaire en fait des services managés qui vont vous permettre en fait d'avoir une image on va dire coordonnée et consolidée en fait de vos actifs critiques, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de résilience des assets vitaux. Parce que c'est forcément ceux que l'on va regarder en premier, parce qu'ils mettent en péril la survie de l'entreprise, forcément. Et donc, il y a des solutions qui permettent ça, couplées avec des mécanismes de workflow, avec des canaux de validation. Voilà. Après, effectivement, il faut que ce soit des solutions qui soient déjà déployées, avec un certain historique, et qu'on soit en capacité de pouvoir grouper, faire des regroupements, des consolidations d'informations, histoire de pouvoir prendre des décisions. Voilà. Effectivement, toutes ces solutions de backup, ça a un coût, si tu le dis, il faut les maintenir, donc il faut les dimensionner au juste niveau. Et le juste niveau, c'est pas l'IT qui les donne, c'est les métiers. Ah oui. Et alors la première étape, effectivement, c'est finalement de quoi vous avez besoin. Voilà. Et alors là, dans le quoi vous avez besoin, on a refait un exercice il n'y a pas trop longtemps où finalement l'acculturation des métiers, est-ce que c'est réellement un incident cyber où ils n'ont plus rien ? On dit, mais j'ai besoin d'envoyer un mail dans les 72 heures pour des raisons réglementaires. Ok, on te prévisionne un mail d'urgence, machin. Tu l'envoies à qui ton mail ? Mon correspondant. Est-ce que tu as son mail ? Non. Ok, donc comment on retrouve le mail ? Voilà. Et donc identifier les assets techniques, les informations dont ils ont besoin. Il y a un gros volet de coordination entre ce qu'on peut faire techniquement et de quoi on a besoin pour l'utiliser. C'est exactement ça, en fait. Il faut vraiment qu'il y ait un alignement entre les besoins métiers, les exigences métiers et les capacités de l'IT en fait, à assurer que derrière en fait, ces solutions soient toujours disponibles. Sinon, ça crée des écarts. Et en cas d'événements qui peuvent justement perturber le fonctionnement normal de l'organisation, on se retrouve à déployer des solutions qui ne sont pas du tout adaptées en fait, au scénario que les entreprises peuvent vivre, comme les cyberattaques. Ouais, puis la vieille solution du PC dans le placard au cas où... On est d'accord que ça ne marche pas. Le jour où on le sort, il ne marche plus. Voilà. Donc c'est là où on a vraiment besoin de solutions tiers, d'être accompagné sur ces solutions de backup. D'où l'importance des exercices de crise d'ailleurs. Parce que c'est là où en fait on se rend compte qu'effectivement on n'a plus Teams, comment on communique.
Donc il faut avoir en fait dans son bagage, dans sa mallette résilience opérationnelle, un certain nombre de solutions qui effectivement ne sont pas interconnectées à notre SI et nous permettent en fait d'avoir ne serait-ce que, tu parlais du mail, on peut parler de Teams, voilà, des communications alternatives. Alors pour certains on sera en mode dégradé, mais néanmoins il faut aussi que les collaborateurs sachent utiliser en fait ces solutions. Et comme en général, tu parlais d'acculturation, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'ils les utilisent pas au quotidien. Et donc le jour où on doit monter, un salon citadelle, un canal lead, pour communiquer, au final, le collaborateur ne saura pas faire. Donc en fait, c'est pour ça qu'il faut faire des exercices de crise aussi assez réguliers pour voir comment on fonctionne en mode dégradé. Parce que c'est de ça dont on parle aussi, et comment on communique, et est-ce que finalement, les étages de l'entreprise, que ça aille du COMEX au collaborateur lambda, est bien au courant finalement de comment ça va marcher, et c'est là où c'est un petit peu difficile. Ouais, c'est une conjonction des exercices de crise où on gère la crise, on simule un truc, et puis quelques exercices de test des outils en fait. Aussi. On envoie un message sur tout le monde en disant est-ce que vous êtes capable de rejoindre, le canal tiers qui nous permet de gérer la crise, ou voilà. Mais il faut tester tout le monde pour le jour J, quoi. Sur le point du temps de restauration, on appelle ça MTTR en anglais, Main Time to Restore. Et on parlait des solutions qui peuvent aider là-dessus. On a les solutions d'alerting intelligentes qui sont des systèmes qui peuvent être reliés au système de détection des incidents et qui vont aller tout de suite chercher les bonnes équipes selon le type d'incident auquel on a affaire via une multitude de canaux, via du SMS si on n'a pas l'email, de l'appel voix, une mise en conférence, l'ouverture d'une chatroom par exemple. Et on va pouvoir mobiliser les équipes très rapidement par rapport à ça. Sur des plus grosses entités, on va aussi avoir la possibilité d'avoir des gestions de calendrier d'astreinte qui viennent s'allier à ça. Alors, c'est une étude qu'on avait menée chez Everbridge via un prestataire tiers dont je ne me rappelais plus le nom, mais environ dans les entreprises, alors c'était Fortune 500, donc on va dire dans les grosses entreprises, en moyenne, le temps qui est nécessaire pour rallier les équipes, c'est 1 heure. Ça, on va dire que c'est plutôt plus que ça en général. Avec ces outils-là en place, c'est 5 minutes. Donc, ça n'a rien à voir, surtout quand on doit agir rapidement. Donc voilà, c'était le point que je voulais ajouter sur ces outils. J'ai une question de Rodolphe qui demande finalement comment on arrive vraiment à piloter la conformité des nouvelles réglementations, notamment comment les identifier et nourrir les KPI sur les exigences similaires et divergentes entre les différentes réglementations. Comment vous faites, vous, aujourd'hui, pour vous assurer de cette conformité? Finalement, on n'arrête pas de le dire, on a beaucoup de réglementations qui arrivent. Comment on génère des KPI? Quels sont Voilà, je pense que vous avez compris ma question. Il existe des solutions sur le marché qui permettent de faire ça. Et donc, on va mettre simplement un référentiel en place avec différents contrôles, s'assurer que ces contrôles sont bien sont adaptés, qu'on a bien coché la case. S'il y a un plan d'action qui doit être mis en place parce qu'on a identifié des conformités, eh bien on va suivre ce plan d'action jusqu'à ce que en fait on ait encore une fois coché la case. Donc il existe des solutions pour justement gérer ces conformités, mais je pense que de prendre le sujet par le prisme conformité seul, ça ne sert pas à grand-chose. Il faut toujours se rendre compte de l'intérêt que ça peut avoir. Si l'Union européenne a décidé de mettre en place ces directives et cette réglementation, c'est qu'elle sait bien que nos entreprises ont des faiblesses. Voilà. Les cyberattaques, on le voit, elles sont en constante augmentation. Et donc, effectivement, de proposer un cadre, un référentiel, ça va permettre aux entreprises, justement, de se préparer, d'être mieux, on va dire, protégées vis-à-vis de ça. Après, le sujet d'automatiser la conformité, il existe beaucoup de solutions qui proposent ça aujourd'hui sur le marché. Maintenant, il faut savoir justement
discuter avec le business, bien comprendre leurs pratiques pour pouvoir derrière paramétrer, c'est comme un chef d'orchestre en fait. On va s'assurer que tout fonctionne bien. Et puis après, une fois que l'on aura notre référentiel disponible, il suffira simplement de suivre la deadline et puis voilà. Ouais, vas-y. En fait, ce qu'on fait en général, c'est on commence par l'analyse de gap pour se dire, c'est exactement ce que tu disais, je te rejoins. C'est-à-dire qu'on se dit, voilà, moi, mon niveau de maturité, alors dans une banque, le niveau de maturité en général, il est quand même assez élevé normalement. Et donc après, je fais mon analyse de gap pour voir, voilà, sur mes plans de contrôle, je devrais être au niveau 5. Ok, sur telle thématique, je suis à 2. J'ai un peu de travail, donc j'établis ma feuille de route finalement avec ça. Après, le point que je rejoins aussi, c'est qu'en fait, une réglementation comme DORA, c'est pas la conformité. C'est vraiment comment, en cas de cyberattaque, finalement, je m'en remets. J'arrive à continuer. Alors, mon business, la Caisse des dépôts, c'est pas vraiment un business, mais je continue mon activité, même dans un cas où je fonctionne en mode dégradé. C'est pas grave, je suis capable de continuer mon activité. Et puis derrière, je reconstruis. Parce qu'effectivement, j'aurais à un moment peut-être une problématique dans ce cas-là. Mais il faut plus le voir finalement comme une réglementation qui nous dit voilà le niveau que vous devriez atteindre pour que systémiquement en fait on soit tous protégés, parce que c'est ça aussi l'enjeu. Toutes les banques en fait sont interconnectées, elles sont toutes en train de se faire des virements. Enfin voilà, comment de manière systémique on se protège, c'est plutôt ça l'enjeu que juste une question de conformité. Et sur pour alimenter un peu, sur la gestion finalement, comment on fait pour gérer quand on a de plus en plus de réglementations qui s'impliquent directement, ou parce qu'on est fournisseur, producteur avec un pays tiers, où on chope des réglementations des autres pays. Moi, finalement, mon premier conseil, c'est d'avoir quelqu'un qui s'en occupe. Et quelqu'un qui comprend le sujet. Pourquoi ? Parce que, on l'a dit au début, finalement, il n'y a rien de neuf sous le soleil, c'est toujours les mêmes règles opérationnelles. Mais elles ne sont pas écrites pareil, elles ne sont pas découpées pareil. Donc j'ai besoin de quelqu'un qui dit, ok, alors ces 10 règles-là, finalement, se retrouvent dans les 7 qui sont dans le CMMC, celle-là se redécoupe en 2 pour aller dans le CES. Et on a besoin de quelqu'un qui comprend les mesures, qui sache finalement alimenter le grand tableau des conformités dans l'outil, un outil, voilà, et qui sache dire, ok, maintenant, si je fais telle action opérationnelle, ça me pout, ça marche là. Mais il faut vraiment quelqu'un qui comprenne, qui prenne les textes et qui s'amuse à les redécouper pour avoir cette mise en cohérence de l'ensemble des... D'ailleurs, j'ai jamais vu personne encore de service sur le marché faire une offre de mise en cohérence de toutes les réglementations et... Vous mettez du MFA, pouf, je vous réponds, CES, CMMC, vous serez conforme là. Avoir un outil qui soit plus transverse, voilà. Avec l'augmentation des réglementations, peut-être que quelqu'un va y penser. Ce que tu viens de dire, moi, ça me fait penser à ce qu'on dit des comptables. Tu sais, il faut toujours avoir quelqu'un qui sait faire et qui s'en charge pour vous. Et complètement. Ça me fait un peu penser à ça. Il faut savoir que les enjeux aujourd'hui sont de la loi, mais c'est aussi des enjeux contractuels en fait. Si on n'est plus conforme, on n'a plus les contrats, on ne peut plus répondre, donc c'est des enjeux business. Pour les fournisseurs, oui. Ouais, pour les fournisseurs. Tout à fait. Oui, ça fait filtre à l'entrée aussi, tout de suite. Bien sûr. Tu parlais des TPE, des PME, il y en a beaucoup qui ne passeront plus, là. Alors, ça, c'est un sujet, c'est que sur les fournisseurs, on a dit que tous allaient augmenter leur prix, et finalement, alors nous, sur les fournisseurs, on a identifié 4 risques. Le risque de contamination, ils ont un mail et puis ils nous envoient. C'est le risque IT, finalement, des cochonneries, on en reçoit de partout. On a le risque sur la confiance numérique. Ils développent des briques numériques qu'on intègre chez nous. Ceux-là, on a envie qu'ils aient un bon niveau. Peut-être même plus que le NIS 2. Il y a le risque on leur confie de l'information à nous, qu'est-ce qu'ils en font ? Est-ce qu'elle va fuiter ? Pareil, ceux-là, on a envie qu'au moins sur la zone où il y a nos informations, elles soient bien protégées. Et le 4e risque, c'est le risque de disponibilité. C'est-à-dire, c'est celui qui fournit le boulon de 12 et on en a besoin pour produire. Mais celui-là, est-ce que, moi, en tant que boîte un peu égoïste, si elle subit un incident en cyber et qu'elle ne peut plus livrer son boulon de 12, j'ai un traitement achat. Si je dis, en fait, j'ai 3 fournisseurs de boulon de 12, donc finalement, je m'en fiche un peu qu'elle se fasse taper. Donc, est-ce que j'ai vraiment envie que son boulon, il augmente ? Ça devient compliqué dans Alors oui, on a envie que tout le monde soit bien et vertueux et tout ça, mais il faut savoir que même le boulot va être plus cher. Alors finalement, pour moi, le risque cyber du fournisseur ne me concerne pas, puisque je suis en multifournisseur, donc ça n'aura pas d'impact pour moi. Voilà. Sauf qu'il y a aujourd'hui encore beaucoup d'entreprises qui sont totalement dépendants en fait à leurs prestataires et qui n'ont pas la possibilité en fait de multiplier justement les sous-traitants. On l'a très bien vu en fait avec Taïwan et l'accès en fait aux semi-conducteurs. L'usine ferme
eh ben, ça vous met sur le carreau des chaînes et des chaînes de production, de fabrication, notamment pour l'automobile ou même pour la fabrication de consoles de jeux vidéo. Donc, il faut aussi avoir une certaine... il faut une certaine, pas une autonomie, mais s'assurer qu'on n'est pas trop dépendant. C'est la dépendance et la catégorisation. Ouais. On a les fournisseurs, ce qu'on appelle les fournisseurs critiques. Ouais. Ceux-là, on n'a pas envie qu'ils se fassent taper. Et ceux-là, presque, on va aller les aider même. Parce qu'on a besoin d'eux, on est dépendant d'eux. Hein. On est des colosses au pied d'argile. Ça fait des années qu'on se blinde nous-mêmes et qu'on est dépendant de fournisseurs. Que si on les perd, nous, on est perdu aussi. Donc ceux-là, on mettra aussi les watts. Alors, on met les watts directement ou en accompagnement, la réglementation ou tout ce qu'on sait faire sur le territoire. Mais après, tous les autres, est-ce qu'on a vraiment envie que tout le monde... Oui, dans l'absolu. Moi, en tant que boîte, sur le coût individuel de chaque pièce. Oui. Juste réagir en tant que témoin prestataire externe, justement. Depuis 6 mois, 1 an, dans les services financiers, alors c'était déjà le cas avant, mais c'est vraiment pire maintenant, on reçoit des questionnaires de sécurité, des demandes de documents de sécurité toutes les semaines, plusieurs fois par semaine, si ce n'est pas tous les jours, et surtout venant des services financiers. C'est beaucoup de travail. Nous, ça va, on a l'air insolite, mais j'ai du mal à voir comment une plus petite structure va pouvoir dédier du temps à répondre à tous ces questionnaires-là et va pouvoir s'en sortir, en fait, et continuer de délivrer des services si ils sont constamment assommés de « remplissez-nous ça, sinon on vous coupe le service ». On a un gros sujet sur les fournisseurs de la défense qu'on appelle la BITD, où on avait déjà lancé en fait une démarche pour avoir des exigences cyber qui ressemblent à NIS2, qui ressemblent à tous les autres. Finalement, le cheval de bataille, c'est que les gros, ils vont se démerder, ils sauront faire. C'est les petits, ils savent pas faire. Et juste se voiler la face en disant on travaillera plus avec eux. Non, il y en a, on a besoin d'eux. Et puis c'est un tissu local. Donc c'est vraiment sur comment on porte les exigences vis-à-vis de ce petit maillage. Donc ça peut être des exigences légales ou contractuelles, et comment on les accompagne. Et on a déjà parlé ici, mais c'est que une petite PME, elle ne saura jamais rien faire. J'ai lu les exigences là, de NIS2, ils ne vont pas les comprendre. Donc concrètement, comment on les aide ou comment on est capable de les mettre en relation avec des gens qui vont les aider. Et ce n'est pas des grands groupes, c'est l'artisanat numérique local qui doit se mettre ensemble pour aider les PME. Voilà. Il y a CIMA qui fait des choses notamment sur le sujet en disant les experts cyber locaux, allez aider. Et nous, ce qu'on va leur demander, c'est si vous ne savez pas le faire, la petite PME, ne le faites pas vous-même. Passez un contrat avec quelqu'un qui sait. Comme votre chaudière, ne le faites pas vous-même. Passez un contrat avec quelqu'un qui sait. Voilà. Alors justement, il y a Rodolphe qui vous dit merci pour les réponses pratiques. Merci à Rodolphe. Justement. Alors c'est une bonne transition avec ma prochaine question. Donc l'enquête menée auprès de 1000 professionnels IT par Ponemon Institute en 2022 montre que 60% des entreprises ont connu une fuite de données directement causée par l'un de leurs prestataires sur les 12 derniers mois. Autrement dit, la question des tiers est une question qui est très importante et justement, on voit que c'est un axe majeur de différenciation dans ces réglementations. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus et pourquoi ce focus ? En fait, je pense qu'il y a deux raisons principales. C'est vrai que dans DORA, il y a comme un des 5 piliers, c'est la gestion du risque de tiers. Donc ça intervient dans la partie gestion du risque de tiers en propre, et en plus, ça intervient dans les tests techniques, puisqu'il y a cette notion de je fais les tests bout en bout avec mes fournisseurs. Donc je pense qu'il y a 2 raisons principales. La première, DORA s'adresse aux institutions financières, banque, assurance. Donc, on modernise notre SI finalement comme n'importe quelle entreprise et on externalise. Donc, forcément, on va s'exposer plus au risque de tiers. Après, l'autre point qui me paraît intéressant, c'est que les niveaux de maturité du secteur est quand même élevé, puisque finalement, on a beaucoup investi en fait dans la cybersécurité les années passées. On est même maintenant sur un plateau, si on compare à d'autres secteurs qui sont plutôt justement en train d'investir. Il y a certains KPI financiers qui montrent qu'on est aux alentours de 6% rapportés aux investissements sur le SI, sur la partie cybersécurité, alors que d'autres secteurs sont plutôt à 10 voire 12. Ce qui veut dire aussi, c'est qu'on est finalement assez protégé. Tu disais qu'on se blinde tous, mais finalement quelque part oui. Par contre, certains fournisseurs, eux, ils ne sont pas tout à fait au niveau et ils peuvent être finalement des portes d'entrée
vers notre SI. Et donc, typiquement, quand l'ANSSI a fait son exercice de crise rempart, c'était ni plus ni moins que la simulation d'une cyberattaque via un fournisseur qui avait ses données exposées dans le cloud, et donc par une latéralisation. Donc voilà, c'est quelque chose qui finalement répond à une problématique qui existe, c'est-à-dire comment on gère nos fournisseurs critiques et essentiels, ou maintenant c'est essentiel et important, sachant que dans le secteur bancaire, on avait déjà la notion de PS2E, donc c'est des choses qui existent, et finalement on en étend la portée, et on doit considérer finalement le SI du secteur, non pas comme le SI juste de l'entreprise, mais le SI dans sa vision étendue, avec aussi ses fournisseurs principaux qui sont interconnectés. Et moi, j'aime bien utiliser la parabole de la maison, avec une pièce centrale qui est l'entreprise, et toutes les pièces annexes qui vont tourner autour. Si on a une pièce qui prend feu autour, et qu'on n'a pas de porte incendie, c'est toute la maison qui brûle. Donc, voilà. C'est très juste. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ces sous-traitants? On a déjà pas mal parlé des sous-traitants, mais il y a vraiment, il faut pas mélanger le risque cyber pour le sous-traitant et le risque que nous encourons, entreprise, si un sous-traitant a un incident cyber. Et ça, c'est-à-dire que ça ne traite pas, on disait, celui le fournisseur de boulon, s'il ne peut plus fournir et que j'en ai deux, ça n'a aucun impact chez moi. Par contre, si on dépend de ce tiers, alors c'est un impact. Et donc on parle beaucoup dans le NIS 2 de la cartographie des dépendances du SI, des choses comme ça. Je ne sais pas pour Dora, j'avoue, mais je pense que c'est mieux précisé. Mais notre cartographie des dépendances métiers, elle est hyper critique. De qui vous avez besoin pour assurer vos missions. Donc, et c'est un peu un niveau au-dessus. Voilà. Et donc ça, mais pour le coup, c'est du métier un peu... c'est un nouvel acteur majeur dans la cyber, c'est les achats. C'est eux qui maîtrisent notre tissu de tous les partenaires, de tous nos fournisseurs, de tout ça. Donc on a un partenaire qui se fait toucher, ou on apprend qu'une boîte se fait toucher dans un domaine qui pourrait nous concerner, on n'en sait rien, nous, côté cyber. On a les achats dans la boucle. Et on traite l'incident avec les achats. C'est eux qui savent si on l'utilise depuis. Au début, on disait même, est-ce qu'on l'utilise maintenant? Puis on est revenu un peu, je parlais de la fuite de données, maintenant on dit, non, mais est-ce qu'on l'a utilisé dans les 10 dernières années? Parce que ça veut dire qu'on leur a donné de l'information à nous. Donc, voilà. Donc non, les achats sont vraiment un acteur majeur. Moi, j'ai connu ça dans une expérience passée, justement, pour une compagnie d'assurance, où la question était justement de s'assurer qu'on ait bien identifié les tiers essentiels à la continuité. Donc on savait que c'était des prestataires qui intervenaient sur des activités critiques de l'entreprise. Donc de fait, ils devenaient essentiels. Sauf que, on n'était pas allé voir nos copains des achats pour leur demander est-ce que, contractuellement parlant, on a demandé en fait à ce prestataire ne serait-ce que savoir qu'il intervient sur un processus critique qu'on ne peut pas, on va dire, arrêter après 2 heures parce que voilà, ça nous engage, le fameux RTO, ça nous engage en fait à des millions d'euros. Et bien voilà, donc il a fallu travailler avec les achats. Voilà, donc nous opérationnels et eux, voilà, fonction achat, comme on dit, pour justement s'assurer que les deux étaient bien alignés. Et puis, les achats se sont aussi rapprochés de certains prestataires pour leur demander de rendre des comptes ou on va dire de justifier. Voilà, les systèmes et les mécanismes de résilience sur lesquels on les attend. Et parfois, les dépendances, elles sont assez obscures. Alors maintenant, déjà, les achats, on essaye d'inclure ce critère de dépendance au moment où on lit les contrats. Dans une expérience passée, il y avait un sujet c'était un prestataire qui faisait de la calibration de caméras de haute vitesse sur des chaînes de prod. Tu dis, il n'intervient pas directement. Par contre, s'il ne venait pas une fois par semaine pour calibrer ta caméra, ta prod, elle ne pouvait plus fonctionner. Et donc, tu te dis, mais quand même... Et ces dépendances, elle n'est pas opérationnelle, elle n'est pas technique, c'est un service, ils viennent de temps en temps faire un truc, et en fait, si eux, ils ne peuvent plus le faire, ta caméra, elle ne marche plus. Et là, pour le coup, alors, est-ce que tu renforces la sécurité de l'entreprise? Est-ce que tu doubles tes caméras? Est-ce que tu... Voilà. Mais tu vois, les dépendances, elles ne sont pas... c'est pas toujours un câble qui nous interconnecte, ce n'est pas toujours un service au quotidien, ça peut être... un peu plus segmenté dans le temps, qu'on ne voit pas venir. D'où l'importance aussi des questionnaires de sécurité que tu mentionnais, Iris, tout à l'heure. Effectivement, pourquoi est-ce qu'on envoie autant de questionnaires? C'est pas juste de la conformité, on a aussi des questionnaires de sécurité qu'on veut mettre dans les contrats. Comme ça, on se rend compte aussi du niveau de maturité, finalement,
de l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est maintenant extrêmement important. Et c'est vrai que avoir les achats dans la boucle, c'est d'entrée de jeu finalement. C'est maintenant, c'est devenu indispensable. Hein, c'est un acteur, et nous, on devient aussi un acteur en tant que directeur cybersécurité, finalement, dans le choix d'un fournisseur. Maintenant, il serait assez impensable de se dire qu'on ne va pas consulter la partie cyber pour choisir un fournisseur. Entre deux, forcément, on ira vers le plus. Là, on a un travail collégial à faire aussi sur... chacun on arrive avec notre petit questionnaire. Donc, ils ont 130 questionnaires. Nous-mêmes, on a plein de questionnaires. On est d'accord. Il y en a marre. Vous pouvez harmoniser un peu les questionnaires. Donc, NIS 2, ça sera peut-être le sujet, ou Laura. Et voilà, en disant, non, c'est bon, on l'a déjà répondu une fois. Voilà la réponse pour tous. Parce que c'est une gageure à remplir ces questionnaires. Alors, on a eu un message aussi sur LinkedIn qui nous dit « En tant qu'acteur, est-ce que vous êtes écouté par les pouvoirs publics dans l'élaboration de tous ces textes? Le secteur privé est-il demandeur ou prescripteur ?» Alors moi, j'ai un statut un peu particulier. Donc, en tant qu'industriel de la défense, on a des relations relativement proches avec les autorités. Donc, on est en lien continu, on travaille avec eux, on leur parle des problématiques européennes, on parle de tout ça. Mais en même temps, on a déjà d'autres réglementations qui s'impliquent à nous. Là où on a beaucoup travaillé ensemble, c'est vraiment sur le référentiel plutôt pour les fournisseurs, pour les PME. Pour dire, ça sert à rien d'arriver encore avec un truc, avec 50 mesures. De toute façon, ils ne sauront pas, donc il faut des petites marges, il faut qu'on les monte en maturité. C'est peut-être pas pour tous, donc on va les catégoriser. On ne le fait pas chacun notre propre questionnaire. On va essayer d'avoir un outil un peu centralisé qui réponde une fois. Le CES anglais, c'est comme ça. Tu remplis une fois, puis tu as une espèce de certification. Et voilà. Et puis, il y a plusieurs niveaux. Soit c'est autodéclaratif, soit c'est autodéclaratif avec un contrôle des preuves. Soit, voilà. Mais on essaie d'harmoniser un peu. Les mesures, c'est toujours les mêmes. C'est toujours la même chose, on n'a rien réinventé depuis. Voilà. Mais, et accompagner aussi les PME en leur disant. Alors, surtout les questionnaires, type centrique, s'ils répondent qu'ils sont bons partout, c'est qu'ils ont menti. Celui qui répond oui partout, si tu sais que c'est. Voilà. Non, on l'a vu, on l'a fait le test, on a envoyé les questionnaires. Clairement, c'était très, très clivant. Tu as ceux qui savaient. Et eux, ils y répondaient bon, bah ça, on est. Quasiment bon, on est en train de s'en occuper, ça, il y a machin qui gère. Et tu as ceux qui ne savaient pas, et alors là, ça a été de la poésie. Mais dans le sens, les réponses ne voulaient rien dire. Je pense qu'ils ont collé des mots ensemble sans savoir ce qu'ils répondaient. Et là, tu te dis, mais donc en fait, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de leur donner ce référentiel. Ils ont besoin de quelqu'un pour s'en occuper. Ils n'ont peut-être pas les moyens de se le payer à temps complet. Donc, qui est-ce qui va les aider? Voilà. Pour revenir à la question sur LinkedIn, en fait, en général, on n'est pas demandeur ni prescripteur. Enfin, on essaie d'influencer et il y a eu des consultations via des associations comme le Césin, le Clusif. Voilà, on est intervenu en fait. Moi, je suis aussi administratif au Clusif. On est aussi intervenu pour dire bon bah là, il y a certaines choses c'est des bonnes idées et d'autres c'est peut-être un petit peu raide. Donc, on essaie d'influencer. Par contre, on n'est pas prescripteur, clairement. Ouais, nous, en tant qu'entreprise de services numériques et de cabinet de conseil, en fait, on va obtenir des certifications qui vont nous permettre d'auditer des branches en fait du SI, des socles assez plutôt orientés sécurité avec l'ANSSI, l'audit PASSI qui demande en fait une accréditation et voilà. Donc ça c'est des projets que l'on peut nous sur lesquels on peut travailler pour pouvoir après prêcher la bonne parole au travers de ces inspections. Alors justement, au vu de tout ce qu'on a pu dire déjà depuis le début de cette émission, est-ce que ces réglementations, elles apportent de nouvelles exigences, notamment vis-à-vis des réglementations ISO, ou est-ce que finalement il n'y a rien de nouveau sous le soleil ? Eh bien, forcément, quand on parle d'ISO, on pense en fait à l'ISO 27001, à l'ISO 22301, qui traite déjà en fait de la résilience opérationnelle. Donc la 27001, quand on souhaite mettre en place un système de management de la sécurité de l'information, forcément on va penser à ça. On a la 27002, voilà, qui est un guide détaillé qui va donner les contrôles de sécurité et ces mesures de prévention et de protection sont applicables à la directive NIS 2 par exemple. Je parlais tout à l'heure aussi de l'ISO 22301.
qui est le pendant de la 27001, mais pour la continuité d'activité. Et donc, dans la continuité d'activité, on parle déjà de tests opérationnels de résilience, on parle de sensibilisation, de formation en fait, des acteurs à la continuité d'activité. Et ça, ce sont des choses que l'on retrouve dans DORA. Voilà. Donc, finalement, on peut se dire que si on aligne les systèmes de management et on va dire les directives, eh bien, les organisations peuvent mieux se protéger. Voilà, mieux protéger leur SI, mieux protéger leur réseau, et puis comme je le disais tout à l'heure, en fait, faire progresser leur processus, leurs ressources, par le biais de l'amélioration continue que l'on va retrouver dans les ISO 22301, 27001, j'en passe, c'est des meilleurs. Après, les normes ISO, elles donnent des cadres. Beaucoup. Donc, Oui. Après, DORA et NIS 2 sont plutôt des réglementations contraignantes. Donc, C'est pas la même approche. c'est pas la même approche quand même. Ouais, ce qui À change mon un peu, avis. tu as raison, c'est pas le fond, c'est plutôt la forme. Formalisation d'un texte de loi, la notion de sanction, notion d'avoir une autorité. L'ANSSI gagne un pouvoir de sanction. C'est toute cette organisation et qui finalement change un peu le portage du sujet. Mais le fond. Il y a le reporting aussi. Quand est-ce qu'on reporte des sites? Quand est-ce qu'on reporte? Quand est-ce que... Enfin voilà, ça précise. Je trouve que les réglementations actuelles finalement sont déjà, effectivement, il y a des sanctions. Donc voilà, ça change un peu la donne et elles sont plus précises. Ouais, dans les sanctions, j'avais écouté ça au FIC, qui est de nouveau sous le soleil. Dans les sanctions, notamment, on en a une très importante qui est la responsabilité des dirigeants, qui est directement impactée, et ça, c'est clé. Un dirigeant d'entreprise, et ça touche plusieurs types de dirigeants, même des RH, si j'ai bien compris, ils peuvent perdre leur poste, et en plus, ils vont être inéligibles sur d'autres postes de dirigeants. Donc à partir de là, Oui, c'est vrai je trouve que c'est un gros point Ouais, pour la maturité sur ces sujets de C'est ça. cyber. Le changement, il n'est pas opérationnel, il est plutôt sur la forme et comment on met des watts derrière. Quoi. Et là, on touche à la gestion des risques. C'est vraiment de la gestion des risques pure. Et donc, je ne vais pas vous faire un cours théorique, mais un risque, ça s'accepte, ça se maîtrise, ça se transfère. Et aujourd'hui, vous avez beaucoup de compagnies d'assurance qui proposent en fait des indemnisations qui vont aider justement les chefs d'entreprise à limiter leur exposition de sorte que ils ne se retrouvent pas dans des situations comme celle-ci. Moi, ma prochaine question est de savoir, est-ce qu'une organisation pourrait cumuler les réglementations? Qu'est-ce qu'il en est des entreprises qui sont souvent sur plusieurs secteurs d'activité en même temps? C'est possible déjà? Oui. Réglementairement, ça doit l'être. Après, alors c'est vrai que nous, côté Caisse des dépôts, étant donné que les SI ont des troncs communs, comme je t'expliquais au début, donc au final, c'est DORA qui va s'appliquer dans son intégralité. La question s'est pas posée. Mais c'est vrai qu'au départ, on s'était posé, est-ce qu'on sera DORA pour le secteur bancaire, est-ce qu'on sera NIS 2 pour la partie direction des politiques sociales? Au final, il s'avère que DORA était mieux disant et s'appliquant à notre secteur, puisqu'on a un établissement public. Du coup, on est DORA. Mais c'est vrai que j'imagine qu'on peut avoir les deux, sachant que, parce que ça dépend des secteurs. Une entreprise, en fait, qui grandit par concentration, qui se retrouve, en fait, à gérer une autre activité, je ne sais pas, une activité financière, par exemple, et ce n'était pas quelque chose qu'il faisait, forcément, de fait, si elle passe ce seuil, elle est exposée à DORA. Enfin, elle devra respecter DORA. Donc oui, je pense qu'aujourd'hui, n'importe quelle entreprise, en fonction de ses activités, peut être exposée à une réglementation, à plusieurs réglementations, et elle devra s'y conformer. Après, DORA et NIS 2 sont assez exclusifs quand même. Ouais. C'est l'un ou l'autre. Est-ce que toi, par exemple, tu parlais de CRA tout à l'heure, tu dis peut-être que ça nous touche en fait. Le CRA ne touchera pas parce que ça exclut tous les produits de défense. D'accord. Mais la question, c'est effectivement, une entreprise peut être touchée, avoir un bout de SI DORA, un bout de SI NIS 2, et la question, c'est aussi, mais finalement, est-ce qu'on peut avoir des SI à la fois IJ 1300, alors I 901, donc des diffusions restreintes, NIS 2, OIV et des empilements. On pourrait être, alors, ce qu'on dit, c'est que finalement, s'il est sur le mieux 10 ans, il est compatible pour tous les autres, parce que c'est les mêmes mesures opérationnelles. On pourrait avoir envie de faire ça. On a eu un cas, une réflexion de ça, où on disait, on a mis tout la réglementation un peu la plus dure, on l'a mis sur l'ensemble, et comme ça, on est sûr qu'on est bon pour tout. En plus, ça évite de devoir gérer à la maille fine. On s'aperçoit que ça peut, dans certains cas, gêner. Et des fois, on aimerait être un peu plus agile dans certaines zones.
avoir un peu moins de réglementation, avoir ou segmenter les réglementations, parce que la diffusion restreinte, c'est pas les mêmes obligations que le RGPD. Et quand tu commences à accumuler tout, ton système, il commence un peu à se bloquer et à se verrouiller. Donc, il y a aussi maintenant une trajectoire de... on essaie quand même de... On a un socle IT qui est très commun, on essaye un peu de le séparer sur les usages, les sensibilités, pour réussir à gérer aussi les niveaux de risque. Tu disais, c'est les solutions de secours, les backups, les trucs comme ça coûte très cher. Est-ce qu'il y a un bout du SI qu'on accepterait de perdre pendant, je sais pas moi, 1 mois, et à l'autre, on accepte que pendant 3 jours? Tous les SI ne sont pas critiques et tous ne sont pas au même niveau, on est bien d'accord. Mais donc l'idée de faire, quand on est un socle un peu commun pour tout, avec les mêmes réglementations, c'était surtout quand on n'est pas énorme, c'est une tentation, on a une trajectoire où on commence un peu à segmenter un peu les sujets, parce qu'on finalement ne les gère pas exactement de la même façon. Alors, j'ai 2 dernières questions, dont une, je vais commencer par celle-ci parce qu'elle va avec des questions, en tout cas une question qui a été posée par un internaute, c'est les contraintes des TPE-PME sont-elles suffisamment prises en compte? Et l'internaute était en train de mettre en avant la question des coûts, puisqu'il demande comment vont faire les TPE, comment vont faire les petites entreprises, comment seront financés les secteurs publics. Donc voilà, je vois qu'il y a aussi cette question de limite vis-à-vis des petites entreprises, et puis ça rejoint ce que tu disais, Benoît, il faut quelqu'un, mais si on n'a pas les moyens d'avoir ce quelqu'un, comment on fait? Donc voilà. On parle de projet d'entreprise. Donc, c'est la direction aujourd'hui qui doit qui doit avoir un fort sponsorship, qui doit mettre les budgets sur la table, qui doit aller chercher les ressources pour ça. Et je peux faire un parallèle en fait avec, on parlait tout à l'heure de système de management de la continuité d'activité, du système d'information. Eh bien, on va simplement faire un calcul tout simple. On va se dire, voilà ce que ça va me coûter de mettre en place ces mesures. Voilà à quoi je m'expose si je ne les mets pas, en termes de pénalité, parce que là on est sur de la réglementation, donc ça va, à un moment ça va nous coûter. Et je fais je fais le plus et le moins. Voilà. Et en fait, si je gagne plus à me protéger, à mettre en place ces systèmes, je le fais. Si finalement le jeu n'en faut pas la chandelle, je le ferai pas. Voilà. Je vais modérer quand même pas modérer. Je suis complètement d'accord. Mais tout le discours, c'est qu'ils ont quand même une petite compréhension du sujet. Comprendre combien ça coûte, quelles sont les mesures à mettre en place. Et effectivement, il y en a, dans les questionnaires où c'était de la poésie, ils pannent rien. Donc, et finalement, un chef d'entreprise, il doit avoir conscience de ses limites lui-même. Et si la personne pour le faire, et s'il n'y comprend rien, sa première mission, ça va être de trouver quelqu'un pour l'aider. Et le problème, c'est que c'est comme, je sais pas moi, de la médecine traditionnelle, comment tu fais pour faire confiance? Voilà. Et c'est là où on a un gros sujet, c'est les aider à identifier des partenaires de confiance. Et c'est pas des grands cabinets qui vont coûter des dizaines de milliers, c'est vraiment un RSSI à temps partagé, 1 jour par mois. C'est, voilà. Et c'est nous, on a un devoir, nous, tous ensemble, de pousser pour qu'on sache dire, ok, cette petite boîte IT en région, elle maîtrise le sujet, posez-lui la question. Faites-vous aider, quoi. Oui, tout à fait. Les cabinets de conseil sont là aussi pour aider et essaient en fait de proposer des catalogues, des offres packagées, des choses qui soient abordables pour toutes les entreprises et qu'on parte pas forcément sur des projets, comme tu le disais, qui vont être très longs, qui vont coûter beaucoup d'argent. Mais voilà, ces entreprises de conseil, comme la mienne, avant d'avoir cette logique de massification, il faut qu'elle ait déjà travaillé en fait avec ces entreprises. Il faut qu'elle ait testé en fait ces techniques, ces méthodologies et qu'elle soit à l'aise pour proposer quelque chose qui soit fiable finalement. Puis, on parlait finalement de qu'est-ce qu'on veut protéger, quelles sont nos dépendances. Ça, c'est pas un questionnaire. Et il faut forcément aller les voir, quoi. Et c'est là où on a besoin de démultiplier l'effort, d'avoir tous les acteurs pour avoir des offres adaptées au TPE. Mais ça veut dire que c'est de la massification de petits bouts. C'est vraiment Et ma dernière question, qui va un peu toujours dans ce sens de limite, c'est aujourd'hui on parle beaucoup de la pénurie des profils en cybersécurité, en cyberdéfense. Or, il faut bien effectivement des budgets pour financer cette conformité, mais il faut aussi des gens. Et donc, est-ce que finalement cette pénurie qu'on peut avoir vis-à-vis de ces talents et ces profils vont venir impacter notre capacité à appliquer ces nouvelles réglementations ? Moi, je pense que oui, parce que c'est un sujet qui dépasse la réglementation. Aujourd'hui, on a du mal à recruter sur des sujets cyber, sur des profils cyber. Surtout là, en fait, pour des réglementations, on est plus sur des profils hybrides, technico-fonctionnels, donc ça apporte encore plus de difficultés.
Donc vis-à-vis de ça, eh bien, on sait que le marché est tendu aujourd'hui, et donc tout est une question de savoir, de se démarquer, voilà, et de pouvoir recruter les talents. Voilà, donc c'est pas toujours simple. Après, est-ce que le manque de talent peut mettre en péril justement le fait que l'on puisse pas répondre à une réglementation en temps et en heure? Oui, je dirais que c'est effectivement c'est tout à fait possible. En soi, c'est logique finalement. Mais après, comme on le disait tout à l'heure, on peut faire, mais on peut faire aussi. Voilà. Et donc, on a des entreprises qui sont là pour aider. Il y a 3 ans, il n'y avait pas assez de formations qui sortaient les experts. Maintenant, il y a plein de formations. On n'a plus assez de candidats. Là, c'est tous notre boulot à nous tous, d'aller faire de la pub pour le métier de la cyber. C'est quand même hyper passionnant. Et on peut aussi avoir des belles reconversions professionnelles. Je pense qu'on n'y pense pas assez, en fait. Avoir des personnes dans les équipes, parce que les métiers de la cybersécurité, c'est pas juste un sweat à capuche derrière un PC. Il y a énormément de métiers. Et je pense que ça, c'est quelque chose dont il faudrait qu'on fasse la promotion. Voilà, nous, on recrute des profils qui, au départ, c'est des personnes qui ont une appétence pour la matière, pour la cybersécurité, qui disent « Ah ben c'est intéressant, moi je vois en tant qu'utilisateur, collaborateur, finalement, les mesures qu'on me demande de mettre en place, donc je m'intéresse au domaine, je m'intéresse pourquoi est-ce qu'on fait ça, et voilà. » Et ça fait d'excellents responsables sécurité des systèmes d'information, d'excellents RSSI, parce qu'en fait, ils savent parler au métier, quelquefois ils en viennent, et donc ça permet de faire une connexion en fait avec les métiers, et je pense que ça, c'est une piste qui serait intéressante à creuser. Des qualiticiens, vraiment des gens... Ouais. Écoutez, on arrive à la fin de cette émission. Merci de vous être prêté au jeu de mes questions. Je remercie également le public qui nous suit à distance. Vous avez été très très nombreux à être très intéressés par cette thématique que je comprends effectivement. Je pense qu'on est tous un peu dans l'attente de voir ce qui va se passer et tout simplement dans l'attente de voir ce qui va se passer dans les prochains mois. En tout cas, je vous remercie à vous déjà d'avoir répondu à mes questions, aux personnes qui sont à distance. Donc cette émission a été en partenariat avec Everbridge. Pour ceux qui nous ont demandé le livre blanc, on vous l'enverra dans les prochaines semaines. Ceux qui veulent avoir de la documentation en complément de cette émission, n'hésitez pas à nous le demander. Et puis je vous dis à demain, puisque demain on a une autre émission, cette fois-ci sur l'IA et la CTI. Et entre-temps, je vous souhaite une excellente soirée et merci encore.